Olivier Philippe, paysagiste à l'agence Terre, va nous présenter quelques projets qui mettent en valeur la biodiversité dans les villes européennes. Rebonjour Olivier Philippe. Voilà, le micro marche bien normalement. C'est bon? Je crois qu'on vous entend très bien. Non, alors il faut que ce soit... Voilà. Vous m'entendez? Et là, c'est parfait. Superbe. Donc, vous continuez, voilà, notre discussion, pardon, et pour aller, pour compléter cette question, vous avez une sélection de projets à travers l'Europe qui valorisent la biodiversité en ville, qui font le lien entre ces deux termes, comme on le dit encore une fois, a priori contradictoires, mais que on peut, à travers certains projets, réussir à concilier. Oui, alors si vous voulez bien, je vais d'abord saluer Gilles Clément, qui a eu un apport considérable dans chez tous les paysagistes, avec, pour ce qui nous concerne, moi et mes associés, donc Henri Bava, Michel Osler, avec lesquels on a fondé l'agence Terre il y a maintenant plus de 30 ans, je dirais une histoire qui peut-être à l'origine était plus centrée sur la question, la préséance c'était pas celle du vivant, hein, c'était plutôt celle de l'espace géométrique, celle du dessin, ensuite est venue beaucoup celle des usages, hein, et je crois que ça a été une lente maturation, et donc bien entendu Gilles Clément professe depuis longtemps cette théorie du vivant, y compris au centre-ville, dans le centre-ville, mais c'est vrai que ça n'a pas été l'angle d'entrée pendant assez longtemps chez nous. C'est quelque chose qui est venu assez progressivement. Donc plutôt que de finalement, bien sûr, je vais montrer quelques projets, mais c'est plutôt comment on a évolué, comment on a suivi, parfois, j'espère, devancer certaines questions sur les changements qui se sont opérés en ville, sachant que finalement, comme tout le monde, comme tous les paysagistes et les architectes et les urbanistes, nous travaillons sur 5% du territoire, le reste est fait par les forestiers, par les paysans, horticulteurs, 5% c'est la part de la ville dans le... C'est la part de la ville, on va dire, assez dense, hein. Si on compte tout l'espace métropolitain, on est plutôt aujourd'hui dans les 20%, mais dans ces 20%, il y a toute la périphérie des métropoles, qui est une imbrication, en fait, d'espaces agricoles, d'espaces naturels et d'espaces construits. Donc la condition est un petit peu différente. Je pense que la question qui nous est posée aujourd'hui, c'est comment on peut opérer dans la ville dense, hein. Donc si je prends l'exemple de la ville dense, en Île-de-France, c'est en gros l'ancien département de la Seine. Hein, donc c'est Paris, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, c'est la petite couronne. Voilà. C'est-à-dire que finalement là où le sol à un moment donné, c'est hormis quelques grands parcs, comme le bois de Boulogne, le bois de Vincennes et quelques lieux un peu particuliers, c'est complètement stérilisé, a été complètement stérilisé et anthropisé, puisque c'est le mot à la mode. Donc juste pour rappel, effectivement, ça marche pas là. Ouais. Je pense que Gilles, tu vas pas être le seul à avoir des problèmes. Non voilà, on a juste un... Voilà, ça y est. Et là c'est bon, avec les flèches. Voilà. Donc un petit rappel et qui est important pour nous parce que finalement les deux outils, avant qu'on passe à la 3D et tous les outils hyper technologiques que l'on connaît maintenant, les deux outils finalement pour fabriquer des projets, c'est le plan et la coupe. Hein, c'est les deux outils principaux. Et ce qui est intéressant dans la coupe, c'est que et finalement, on peut dire que le sol, c'est pas de sol, pas de vivant. Donc 30% du vivant. Sol, pardon, on a quelques images là qui commencent à défiler, voilà. Effectivement. Pas de sol, pas de vivant. 30% du vivant effectivement en sous-sol, et il y a une interrelation verticale, donc absolue. Voilà. Et donc ces histoires empilées, pour reprendre la formule, alors je sais plus exactement, de Michel de Certeau parlait de ça. Ce sont des dizaines de milliers d'années potentiellement. C'est le temps géologique et c'est donc encore plus, hein, des millions d'années jusqu'à l'Anthropocène. Donc avec évidemment des traces qui montrent finalement à la fois qui sont la mémoire finalement de ce temps qui s'est écoulé et en même temps qui montrent cette nécessité de la relation verticale, y compris et surtout pour le vivant. Voilà. Donc ça c'est Villa romaine. Voilà. Donc la question finalement de la stratification a toujours été très présente dans nos projets. Je peux dire que finalement la plupart de nos projets s'expliquent en coupe, l'immense majorité, et ça depuis le début. Donc c'est vrai que l'angle initial n'était pas d'entrée, n'était pas le vivant, mais plutôt cette histoire des temps empilés, des traces de la mémoire, plus que de vivant. Alors quelques exemples. Donc c'était par exemple à très grande échelle le travail qu'on a opéré
sur la grande métropole, donc un projet transfrontalier qui est un master plan, donc c'est quelque chose, voilà, sur plusieurs milliers de kilomètres carrés, et qui est cette histoire, donc il y a une histoire sociale aussi, hein, et la fabrication d'un paysage par l'exploitation de la mine, qui a généré ce paysage de terril, qui lui-même avait une biodiversité qui s'est reconstituée au fil du temps, très très singulière, et puis des carrières qui sont devenues des lacs. Finalement, donc un paysage totalement anthropique, très particulier, mais qui montre l'importance, la question de la coupe est là, et la condition sine qua non finalement de l'élaboration de cette modification du paysage. Nanterre, alors ça Gilles Clément connaît bien, puisque nous étions concurrents, donc nous étions avec Jean Nouvel, mais donc Gilles Clément a gagné, bravo. Mais je crois que pour nous, alors là c'est une autre question, c'est que finalement très inspiré par la lecture d'Italo Calvino, que nous avons lu adolescents, et donc avec ces deux adolescents, l'un vivant au sol, l'autre vivant dans la canopée, et qui finalement parcourent et vivent l'espace, le territoire, avec une perception du monde différente, parce que l'un est en hauteur et voit au-dessus, et l'autre est au sol. Donc c'est intéressant de voir que le plan, remis en coupe, finalement, produit une relation spatiale et une relation tout court, des intimités aussi totalement différentes, selon on se situe sur la coupe. Alors il y avait déjà un peu de vivant là, parce qu'on avait déjà fait des espèces de belvédère dans la canopée, avec des nichoirs pour les oiseaux, etc. Ça peut être la trace, finalement, les traces historiques. C'est un projet à côté de Caen où on s'est aperçu que finalement, non seulement il y avait les carrières souterraines, on extrayait la pierre pour construire Caen depuis le Moyen-Âge, donc la trace remontait jusqu'au Moyen-Âge, la mémoire remontait jusqu'au Moyen-Âge, mais les archéologues intervenant sur ce site ont mis au jour finalement des traces qui dataient, donc c'est une nécropole en fait, du néolithique, dans un système est-ouest, alors que historiquement on était dans un système nord-sud, puisqu'on construisait Caen qui est plus au nord, donc avec le système habituel de fabrication des villes partant du centre. Donc c'est intéressant parce que parfois finalement cette idée de la révélation, on peut construire finalement des lieux sur les traces du passé, et on a encore la question de la coupe et les temps empilés voilà. Donc ça c'est en construction. Voilà. Ça peut être simplement la manipulation, c'est la manipulation de la géométrie, donc très inspirée du classicisme. C'est un projet qui s'est paralysé à Canary Wharf à Londres, dans le couloir de la Tamise, donc très venteux, avec beaucoup d'effets d'accélération du vent entre les bâtiments parce qu'il y a beaucoup de tours, et donc extrêmement désagréable avec peu d'espace public. Donc l'hypothèse était, alors là on parle de confort climatique, donc on n'est pas dans la biodiversité, on est dans le confort climatique. Mais on voit bien l'idée des services écosystémiques que peut rendre tout un dispositif, qui est un dispositif là de haies et d'arbres de petite taille, avec une manipulation, alors qui est un peu complexe à expliquer, mais de la géométrie finalement qui emprunte du classicisme, ralentit ou accélère la perspective et permet, on est sur 3 niveaux, au niveau de la ville, niveau des super des haies, niveau du jardin, permet finalement d'avoir des espaces d'interdistance différents, donc de capacité d'usage et d'ambiance différentes, à l'abri du vent et protégé. Voilà, donc je pense que l'acte suivant, ce qu'il faut comprendre, c'est que nous, si on fait partie d'une génération, on a vécu ces 2 grands changements que sont d'abord la fin du tout automobile, c'est-à-dire le moment l'apogée de la modernité en France. Donc c'est les années 70, fin des années 70, début 80, le changement qui s'opère sur finalement la manière dont on vit en ville et l'envie de vivre la ville différemment, avec pour nous probablement le premier axe, c'est l'arrivée de la Villette, du parc de la Villette, où tout d'un coup le sol plan est disponible, polyvalent, mais vivant. Alors c'est pas un exemple de biodiversité extrême la Villette, hein. Moi j'étais chargé de faire que ce soit plat, hein, c'est plat. Mais c'est surdrainé, surarrosé. Donc, et c'est beaucoup de pelouse, donc une biodiversité quand même relativement limitée. Mais tout d'un coup, ce principe de parc culturel, hein, selon les termes de Tchoumi, c'était le moment où tout d'un coup la pelouse était accessible, c'était ouvert jour et nuit, et 24 sur 24 et 7 jours sur 7, non, et programmable. Donc c'est un plaisir de la ville qui était totalement neuf, qui changeait radicalement par rapport à finalement
toute la construction haussmannienne finalement des jardins. C'est une rupture radicale. Petit à petit, ça s'est répandu. Ça a mis plus de temps à se répandre dans la ville. Je parlerai des rues finalement parce que les parcs c'est un sujet un peu singulier, un peu particulier. Ça s'est répandu dans la ville avec un nouveau partage de l'espace. Avec notamment beaucoup plus d'espace pour les piétons, de l'espace pour les cyclistes, où finalement petit à petit la voiture a vu son espace se réduire. Et donc ça, le premier acte c'est celui-là en fait. C'est celui-là, il n'est pas encore achevé, mais c'est celui-là. Il date au tournant, c'est la Villette 85, le temps que ça se diffuse jusque dans les rues des années 2000. Donc voilà. Et tout récemment, c'est effectivement l'introduction du vivant comme non plus comme complément, mais comme préséance, pour rappeler les termes de Gilles Clément. Alors ce qui est intéressant, c'est que si on se focalise sur la question de la ville elle-même, et non pas des parcs et des jardins, qui sont c'est des situations particulières, parce que les contraintes sont moins fortes, mais si on s'intéresse à l'espace de la rue, et de manière un peu caricaturale, je dirais que c'est ce schéma-là, en coupe. D'abord, je voudrais rappeler que le vivant, avant d'être quelque chose qui s'adresse au plan et donc qui se diffuse sur le territoire, c'est quelque chose qui fonctionne verticalement. Donc c'est tout le cycle de l'eau, tout le cycle de la vie qui fonctionne verticalement. Donc la ville, au fil du temps, finalement, en stérilisant la surface, en tassant toutes les différentes couches qui la composent, a finalement opéré une rupture absolue de cette relation verticale. Et cette situation-là, qui est la situation que l'on voit partout en ville, finalement, la présence d'arbres, etc., c'est une sorte d'amélioration, on dirait, d'amabilisation de cette situation. Voilà. Est-ce que vous pouvez, bien nous la décrire, cette situation qui, alors, la couche, qui a quelque chose d'assez abstrait, vous avez la couche ultime, c'est la bande de bitume ou d'enrobé, et puis vous avez toutes les couches intermédiaires. Alors, tous les reblecs se sont opérés au fil du temps, parce que la ville se construit aussi sur des couches, de plus en plus tassées, et donc totalement incapable de fournir finalement une vie. Et le bitume est une étanchéité quasi parfaite. Voilà. Donc, la situation finalement de la fin de la modernité, c'est celle-là. Et quand il y a des arbres, c'est une sorte, je dirais, d'amélioration de cette situation désastreuse. Et donc la préséance, et je pense que pour nous, ça a été un changement qui date d'une quinzaine d'années, qui n'est pas venu une vingtaine d'années peut-être. On avait travaillé sur la forêt linéaire, on avait été les initiateurs du principe de la forêt linéaire donc en 2003, quand on a travaillé sur Paris Nord-Est avec François Leclerc. On n'a pas réalisé la forêt linéaire en un mot. La forêt linéaire dans le Nord-Est parisien, donc voilà, avec l'idée d'une forêt qui irait de la porte de la Chapelle jusqu'à la porte de la Villette. Certains bouts ont été réalisés par la ville de Paris et puis par Arpentaire côté sud du périphérique. D'autres vont peut-être se réaliser, mais ça, je pense que ça a commencé à peu près à cette période-là. Donc l'optimum, c'est ça finalement. La préséance, c'est ça, c'est de considérer la ville, c'est de changer le regard, et ça vaut pour nous, c'est-à-dire ça vaut pour les personnes qui travaillent dans notre agence, de considérer ça comme la préséance, sachant que la masse des contraintes en ville, elle est gigantesque. Alors elle est variable, elle n'est pas toujours tellement contraignante qu'on ne puisse rien faire, mais elle est variable. Mais le point de départ, ça doit être ça. C'est installer le vivant dans la ville. Et c'est un vivant qui est l'idée quand même, qui est inclusif. C'est-à-dire que il n'y a pas nous et le vivant, nous sommes dans le vivant. Voilà, c'est ça l'idée. Voilà, alors évidemment, quand on parle de cette situation, je vais pas la décrire, tout le monde la connaît, c'est ce qu'on apprend, à l'école. Je veux dire, on a hélas parfois oublié assez vite, mais voilà. Et donc, et on voit l'interrelation des échanges, donc à commencer par les échanges hydriques, voilà, et comment l'homme s'installe autour, au-dessus. Voilà. Et donc, évidemment, quand on fait un projet urbain, parce que nous, on travaille aussi sur la ville, c'est-à-dire qu'on dessine des quartiers, on redessine des espaces publics qui ont un certain nombre d'usages ou il y a un certain nombre de contraintes. Voilà, on n'est pas que dans le vivant, on est dans cette négociation entre ce qui est vivant et n'est pas vivant. Et donc voilà, et donc ça c'est la situation optimale, et donc la négociation, c'est de voir à quel point on peut éviter sa dégradation. Voilà. Donc peut-être que le premier point pour nous important, visible, c'est le bois habité à Lille qu'on a réalisé avec François Leclerc, où on part finalement d'une friche, c'est l'ancienne foire de Lille, en périphérie de Lille. Vous avez à droite l'autoroute qui sert de périphérique, et à gauche le boulevard ouvert, c'est les maréchaux lillois, si vous voulez.
et construire entre les deux. Donc à partir d'un sol qui est totalement stérile, c'est l'ancienne foire de Lille, donc c'est un hangar en tôle en gros, et une surface mis en stabilisé avec un petit peu de verre qui pousse et en enrobé, donc pas un arbre. Et donc l'idée c'était d'inverser complètement les choses et de fabriquer finalement un bois qui va constituer l'horizon permanent de tout un chacun. C'est-à-dire que je sois dans l'espace public, dans mon jardin, sur une terrasse, tout le monde a soit une terrasse, soit un jardin, c'est le bâtiment, c'est R+3, dans sa chambre, dans son salon, dans sa cuisine, ce qu'on a comme horizon, c'est l'horizon du monde. Voilà. Et finalement, évidemment, tout ceci a une plan masse, hein, donc le bois habité, c'est la partie centrale. Tout ceci a une implication en termes de dessin. Dès que là, on en revient à cette question de la préséance, mais en même temps de la nécessité de penser l'espace géométrique en même temps que la préséance du vivant. Donc, on n'était pas encore là dans la préséance du vivant, on ne le pensait pas comme ça. C'était dans notre esprit, mais c'était pas pensé exclusivement comme ça. Alors, le système est hyper simple, je vais pas vraiment le décrire, mais ça fait à peu près 350 logements, c'est une trame de 16 mètres, construite, non construite. Il n'y a qu'une rue périphérique, tous les parkings sont sur un niveau en sous-sol, ça libère l'espace, ça nous permet d'éviter le couple habituel, enfin le triptyque habituel, rue, maison, jardin. Il n'y a plus de rue, ce sont des espaces qui sont des cours plantés, sol engazonné, beaucoup d'arbres. Voilà. Ça mérite vraiment le détour. Hein. Pardon, si entre deux correspondances entre l'île Flandre et l'île Europe, on a quelques centaines de mètres Absolument. À faire et on est dans un autre Absolument. Monde effectivement. Alors, ce qui est intéressant, c'est que cette tentative, donc on voit ici finalement un dispositif avec une cour au sens du midi, hein, avec un S, donc ces grandes allées plantées. Et finalement, voilà, ça a donné ça. Donc, on a fait réserver des arbres, on a planté assez grand, ça a tout de suite de l'effet. C'est accessible, hein, et tous les bords sont gérés, gèrent les eaux pluviales. Il y avait déjà les eaux pluviales, la gestion des eaux pluviales, et tous les bords gèrent les eaux pluviales. Et en même temps, c'est une manière de mettre à distance les logements qui sont en rez-de-chaussée, pour pas qu'il y ait trop de proximité avec les habitants qui vivent dans ces logements. Donc ça, c'est le côté, je dirais, le côté court au sens planté avec un gazon. Et puis vous avez la partie arrière des jardins, donc extrêmement dense dans certains cas. Voilà. Et donc là, c'est à la fin ce qui est intéressant, c'est que ce dispositif spatial qui est la fabrication d'un quartier quand même, hein, donc qui inclut la question de l'habité, la question de l'accessibilité, la question du stationnement, la question des accès. Finalement, on arrivait à un sol d'une perméabilité et d'une fertilité qui est de l'ordre de 50%, ce qui est beaucoup. Alors, je dis pas que ce système est duplicable partout, tel quel, mais en tout cas, voilà, c'était je dirais une sorte de manifeste, hein, qui est relativement copié maintenant, qui peut pas faire système parce que c'est toujours, voilà, méfier de l'esprit de système, mais en tout cas qui a une certaine valeur démonstrative, voilà, des fossés, voilà. Le deuxième exemple, lui, s'intéresse. Alors, c'est un espace un peu hybride. On n'est pas vraiment dans un parc. On est dans une place-parc qui est la place des Gloires catalanes à Barcelone. Donc, la place des Gloires catalanes à Barcelone, c'est un espace d'à peu près 25 hectares qui n'a pas été une place pendant très longtemps. Je vais y revenir. Et donc, c'est un concours qu'on a gagné en 2014, qui est encore en cours de construction. Donc, c'est très très lent. Voilà, et qui est au centre. Alors ça, c'est le plan Cerdà, donc d'Alphonse Cerdà, qui est l'urbaniste qui a dessiné l'extension de Barcelone. Donc on voit en bas à gauche la colline de Montjuïc et la ville médiévale entre guillemets, parce que c'est pas que médiéval, mais très dense, très touristique. Et puis ce plan régulier, ce damier aux angles tronqués, qui se déploie sur la quasi-totalité de Barcelone, avec trois axes qui sont les trois grands axes qui traversent cet espace, que sont la Grande Via d'est en ouest, parallèle à la mer, de fleuve à fleuve. Hein, donc il y a une très grande intelligence avec la géographie. Et puis la diagonale et la Meridiana, qui sont des axes qui forment une croix finalement, et qui vont de mer à montagne dans des sens opposés.
Et donc tout ça se croise sur la place d'Édouard Catalan, qui dans l'esprit de Cerda était le futur centre de Barcelone. Donc aujourd'hui, pour situer le lieu, c'est au pied de la tour de Jean Nouvel, la tour Adler. Voilà. Donc ici, voilà, on comprend le système à l'échelle de l'ensemble de la ville. Donc, ce qui est intéressant pour nous, c'est que finalement, ce qui est intéressant dans le plan Cerda, c'est qu'il a, il y avait à la fois cette idée hygiéniste, hein, qui était donc partagée à l'échelle dans le milieu du XIXe siècle par toutes les capitales européennes, mais il y avait une idée d'égalité. Donc le plan damier, le plan régulier chez Cerda, c'était l'idée de l'égalité de l'accès aux services, hein. Donc que ce soit l'eau, pas encore l'électricité, mais l'eau, les services, les eaux usées, les livraisons, tout ce que vous voulez, tout ce qui fait que la ville fonctionne de manière égalitaire sur l'ensemble de la ville. Donc il y avait aussi cette idée démocratique égalitaire chez Cerda, qui initialement les îlots n'étaient construits que sur deux côtés. Donc Cerda avait imaginé une ville ventilée. Sauf que, évidemment, ça a bien marché. Barcelone est devenue une métropole beaucoup plus conséquente que ce qu'avait imaginé Cerda, avec un plan tellement efficace qu'il a été finalement dépassé. Il y a eu beaucoup de spéculation, et non seulement les quatre côtés sont construits, mais la plupart des cœurs d'îlots sont construits. C'est une densité qui est quasiment comparable à Paris. En termes de densité, c'est très comparable. En termes de densité de transport urbain, c'est également très comparable. Voilà. Et donc la question se pose aujourd'hui, depuis quelques années à Barcelone, et comment finalement on va compenser d'une manière ou d'une autre l'absence de ces cœurs d'îlots gigantesques par autre chose, et comment aussi on va mettre en place cette place qui était la figure finalement de la nouvelle Barcelone. Alors, maintenant en plus il y a toutes les histoires, c'est la place de l'indépendance, donc toutes les manifestations sont de là, donc c'est un peu complexe. Et l'histoire du lieu, c'est que finalement très longtemps il a été totalement négligé, parce Barcelone a eu un coup d'arrêt dans son développement. C'est des quartiers un peu périphériques à l'est de cet espace. Ça a été un échangeur dessiné par Sagener, une sorte de grand plat de nouilles, hein. Et puis un très bel échangeur dessiné par les architectes dans les années 90, donc il n'a pas duré très longtemps, mais qui était le monument, encore, c'est l'ultime monument à la gloire de la voiture. Ils avaient fait un parc au centre qui évidemment n'avait jamais changé, n'a jamais fonctionné, et sur lequel il y avait évidemment quasiment pas de biodiversité. Donc nous sommes arrivés finalement avec un principe qui est assez simple, qui était de dire il faut construire, il faut inventer, et puisqu'on est au centre et que la biodiversité peut se diffuser par ces grands axes, par la canopée, les grands axes sont plutôt assez plantés, il faut mettre en place un système qui va organiser le voisinage, parce que c'est la construction d'un voisinage entre nous et la nature, dans une maison commune, mais c'est la construction d'un voisinage. Sachant que certaines espèces acceptent notre grande proximité, d'autres moins, et certaines pas du tout. Et par contre, elles sont interdépendantes les unes des autres. L'histoire finalement du sol, là, c'est une histoire de déploiement et de repli, parce que la journée, il y a pas mal de monde, mais la nuit, il y a beaucoup moins de monde. Et donc, finalement, les rôles peuvent potentiellement s'inverser un peu, d'une certaine manière. Et donc, l'hypothèse, effectivement, puisqu'on est au centre, il n'y a pas que... Et là, on a toutes les couches. Hein, en dessous aussi, c'est très compliqué. Il y a tous les grands réseaux. Il y a le métro, il y a le train, il y a beaucoup de choses. C'est d'abord l'hypothèse d'un sol continu, répondre à la question urbaine classique, je dirais, d'un sol continu qui permet de cheminer dans toutes les directions, parce que c'était la question qui nous était posée. Voilà. Ensuite, d'installer une canopée généreuse, donc une canopée qui va mettre 2 décennies évidemment, à se compléter, je dirais, en termes de continuité de la canopée. Et puis, troisièmement, de fabriquer finalement les éléments verticaux. On va trouver ce sol continu de manière plus ou moins conséquente, avec une série de ce qu'on appelait de nodes, hein, finalement de systèmes plus ou moins circulaires, de 30 à 50 mètres de diamètre, qui vont être soit programmés pour finalement recevoir et fermés, tous sont fermés, des éléments sportifs, des éléments de jeu, etc., soit être des nodes de biodiversité qui vont à la fois ramasser toute l'eau du parc, donc ils collectent toute l'eau du parc, donc la question de l'eau est centrale, Gilles Clément le rappelait, centrale dans la question de la vie, collecter l'eau de manière plus ou moins intense, parce que chaque node va récolter plus ou moins d'eau, donc on aura finalement une variation de l'humidité et donc des milieux potentiels. On va les planter, donc on va anticiper ce qui se passe, puis on verra comment ça se déroule. Et c'est hermétiquement clos,
complètement, c'est-à-dire que le principal prédateur c'est le chat en ville, c'est pas le chien, c'est même pas l'homme, c'est le chat. Voilà. Et donc faire en sorte que ces puits de vie puissent ensuite se diffuser par la canopée et un peu par le sol, quand finalement il y a un repli des hommes, un peu par le sol. Évidemment, tout ça, c'est pas uniquement pensé en termes uniquement de biodiversité, on a parlé de la gestion de l'eau, c'est aussi la question des services écosystémiques. Donc, nous, on dissocie jamais les deux, la biodiversité est un des services écosystémiques, le tout est un ensemble, on dissocie jamais les deux. Donc bien sûr, plus de biodiversité, gestion des eaux pluviales, mais aussi confort climatique, puisqu'il y a une histoire finalement de travailler sur ces lottes sont très plantées, donc on peut créer des couloirs de vent qui vont accentuer les vents marins plus frais et donc permettre de rafraîchir finalement cet espace. Et donc on a, si vous voulez, il y a deux. Quand on parle de parc, là on est dans un espace très hybride, très très sollicité. En plus c'est un pôle multimodal, il y a une sortie de métro. Il y a aujourd'hui 2 lignes de tram, demain 3 sur la place. Donc les bus interurbains. Donc c'est vraiment très sollicité, il y a beaucoup de contraintes. Voilà. Donc on n'est pas dans une rue, mais dans une sollicitation quand même extrême. Alors dans les parcs, j'aurais pu montrer ceux de Saint-Ouen et de Boulogne, voilà, où on fonctionne là aussi sur 3 niveaux, le niveau de la ville, le niveau d'usage et le niveau en creux qui récolte les eaux, qui peuvent être les eaux qui sont les eaux pluviales et parfois à Saint-Ouen et à Boulogne qui sont les crues qui se mettent, ça sert de vase d'expansion des crues. Et donc c'est très planté. Oui, il y a de l'eau, c'est très planté, donc c'est pas fermé, mais c'est difficile d'accès. Il n'y a aucune raison d'y accéder finalement. Il n'y a pas vraiment de raison d'y accéder. C'est moins vrai à Boulogne, c'est le premier essai, c'est beaucoup plus vrai à Saint-Ouen, il n'y a vraiment aucune raison. Voilà. Donc l'idée finalement du refuge, elle existe avec une absence de clôture, simplement par le jeu de niveau et la densification du végétal et le fait qu'il y a des passerelles et qu'on n'a pas besoin finalement d'aller dans ces creux, de se mouiller jusque voilà. Et on a repris, donc il y a deux systèmes, Saint-Ouen et Boulogne, c'est plutôt le système du corridor finalement, donc ça a une application sur la forme des choses. À Saint-Ouen c'est un système insulaire, à Boulogne c'est un système un peu insulaire. À Saint-Ouen, c'est un système plutôt sous forme de doigts finalement qui viennent, donc les doigts un peu plus haut, des plateaux un peu plus hauts, et puis des doigts en creux qui ramassent l'eau et qui recueillent l'eau. Voilà. Et là, on est plutôt dans, on n'avait pas cette possibilité finalement parce qu'il faut aller dans tous les sens. Et donc on a interrogé notre écologue et on a dit mais si on fait des cellules et qu'elles sont pas trop distantes les unes des autres et qu'il n'y a pas d'obstacle, est-ce que ça marche un peu? Moyennement ou beaucoup. Et il nous a dit, mais il y a un principe scientifique qui est dicté par un Américain qui s'appelle Bennett, et ce principe s'appelle les stepping stones, et donc il dit que finalement ce système de pas japonais, pourvu que l'interdistance soit, plus l'interdistance est faible, moins il y a d'obstacles, plus ils sont grands, plus finalement la valeur biologique et la biodiversité va s'installer. Et donc c'est ce système qu'on a adopté. Dans la première phase, il y en a moins parce qu'il y a beaucoup de... Juste pour être sûr de bien comprendre, on parle de pas japonais à une échelle autre alors, que les chaque pas cellule japonais. fait ici 30 à 50 mètres de diamètre et est hermétiquement fermée. Voilà. Et très très densément plantée et recueille les eaux. Voilà. Plus ou moins, donc ça fait des milieux plus ou moins secs, plus ou moins. Voilà. Et donc la canopée, elle démarre effectivement. On retrouve la stratification du sous-sol avec les infrastructures. Le tunnel qui va se construire, le Rec Comtal qui était l'ancien canal qui alimentait tout Barcelone, qu'on va mettre au jour aussi, qui avait disparu, toutes les relations verticales qui peuvent être des sorties de secours comme de métro, et puis ce sol assez vert quand même avec la grande pelouse. Et plus on monte finalement dans les niveaux, alors il y a la petite coupe, je sais pas si on voit, voilà, plus on monte dans les niveaux, plus la canopée couvre l'ensemble de la surface, à l'exception de la grande pelouse centrale. On voit là une maquette avec les différentes densités. On voit bien les nodes là, alors qu'ils sont soit programmés, soit très densément plantés. On voit quelques pergolas, qui sont des pergolas photovoltaïques au-dessus du pôle multimodal. Le parc est autonome, complètement autonome. Voilà. Donc là, il y a une petite coupe. Alors je sais pas si je vais y arriver. La flèche suivante et on va voir la vidéo. Flèche suivante. Voilà. 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 Donc on a fait une exposition que Gilles a vue d'ailleurs. Qui est un peu l'éloge de la coupe, parce que effectivement, un certain nombre de projets ont été montrés, dont celui de Barcelone. Alors là, c'est une coupe animée, les autres, c'est des coupes qui sont des images fixes qui elles-mêmes sont animées.
là on se promène. Donc il y a un petit rappel finalement du plan Cerda qui était quand même très vert, ce qui en reste aujourd'hui. Les souhaits de Barcelone, les plans masse de dans la coupe, donc c'est pratiquement nord-sud, on part du musée du design, et on chemine, on traverse, on sort du métro dans un node, on sort du métro. On vous entend, il y a un petit son aussi de la vidéo qu'on entend en même temps, voilà. Oui, il y a un son derrière. Et on se balade, on sort du métro dans un jardin extrêmement dense. Finalement, ce sera peut-être pas celui-là, d'ailleurs, ce sera peut-être autre chose. Et puis, on est sous la canopée multistrate, on croise des nodes, donc on voit pas forcément très bien, mais ça va apparaître, je pense, où l'eau est collectée, donc c'est un peu en creux, c'est fermé, et donc ça sert de puits de vie, finalement. Voilà, on croise la diagonale, il y a le miroir d'eau, il y a d'éléments urbains très classiques, et puis on va monter sur le belvédère, donc on retrouve l'idée des strates. Barcelone cumule toutes les expériences qu'on a menées au fil du temps. Voilà, à la fois de perceptive, sur la question finalement de la biodiversité, du cycle, du système vertical du cycle de vie, de la biodiversité, de l'histoire, des couches accumulées finalement. Quand est-ce qu'on pourra voir alors à l'œuvre ce projet terminé? Il y a un petit bout qui est fait, donc moi j'ai pas d'image très récente. J'ai mis un lien, on va le voir, j'ai mis un lien avec un lien parce qu'il y a eu quand même déjà quelques enquêtes qui ont été faites par les villes de Barcelone. Cette enquête a déjà 8 mois, quelque chose comme ça. Donc cette partie du parc a 1 an et demi, enfin, presque 2 ans maintenant, on va dire. Voilà, donc ça fonctionne bien. Donc il y a eu pas un relevé, mais disons des études qui ont été faites, plutôt des observations, on va dire, c'est pas, voilà, très positives sur effectivement un très fort accroissement de la biodiversité, non seulement en termes quantitatifs, mais aussi en termes du nombre d'espèces. Voilà. Alors, il y a des gens qui se plaignent parce que maintenant il y a des grillons. Et c'est intéressant les grillons parce qu'ils sont dans la chaîne, ils sont alimentaires, ils sont pas mal situés. Ils sont mangés, mais ils mangent aussi. Et ils se diffusent la nuit sur les grands axes, donc certaines personnes se plaignent qu'ils non seulement ils ont toujours les voitures, mais en plus ils ont les grillons. On va pouvoir en parler dans un instant. Je crois qu'on a plus beaucoup de temps. Je sais pas si on va pouvoir parler du dernier projet, sachant qu'on a encore une intervention. Alors, ouais, allons-y et comme ça après on continue la discussion. On travaille aujourd'hui sur les axes verts, d'accord, qui sont au fond la suite de ce qu'on appelait les super îlots à Barcelone, super IS, qui était le fait de grouper les îlots par 3 de chaque par côté, 9 îlots, et d'enlever le trafic sur 2 rues sur 3, le trafic dit de transit. Donc de récupérer cet espace pour l'espace piéton essentiellement. C'est 1000 hectares que les Barcelonais ont récupéré comme ça. Et suite à ça, progressivement, c'est pas du jour au lendemain, ils ont décidé de faire les axes verts, et donc de réfléchir finalement à la manière dont ces axes pourraient à la main amener plus de biodiversité, mais participer finalement à la climatisation naturelle de la ville à l'échelle de l'ensemble du plan Cerda. On travaille là-dessus, on n'est pas tout seul, on est 4 lauréats, donc c'est compliqué. Mais pour nous, ce qui était intéressant, c'était l'idée que finalement les 2 écosystèmes, c'est le terme à la mode, que sont l'écosystème social, donc tous les usages du sol de la ville, très très intenses à Barcelone comme à Paris, l'écosystème service, qui sont les réseaux, les tuyaux, mais aussi tout ce qu'il faut pour les livraisons, pour les pompiers, etc., existe et est déjà en place, et que le principe, c'est de mettre en place l'écosystème vivant de manière aussi puissante et égale dans la grande négociation que les 2 autres. Voilà, c'est ça la question. Et pour ça, j'en terminerai là, on travaille, c'est à un moment donné, tout ce qu'on a fait, le projet de Canopia que je vous ai montré, de Barcelone, ou de Gloriès, de ce parc, c'était une construction à tâtons, c'était un peu empirique, vous voulez, hein, et il n'y a pas de mesure de ça. Enfin, il n'y a pas de mesure aujourd'hui. La mesure sur la biodiversité est en train d'arriver, la mesure climatique, c'est un peu tôt, et on ne savait pas le modéliser à l'époque. Maintenant, on sait le modéliser. Donc voilà. Donc on travaille avec l'Université Polytechnique de Catalogne, à la fois pour avoir un diagnostic, modéliser selon les options qu'on prendrait dans cette négociation, voilà, y compris non seulement la fraîcheur, non seulement la biodiversité, mais aussi
la capacité de séquestration du carbone, la captation des pollutions, etc. On est capable de modéliser ça. Donc, évidemment, c'est une valeur théorique, c'est jamais tout à fait juste. Et voilà. Aujourd'hui, on est là. Donc, on a maintenant cette nouvelle dimension qui est cet apport de la science, je dirais, pour faire en sorte que le travail qu'on va faire va pouvoir être mesuré et on va pouvoir mesurer son efficience. Voilà, j'arrête là, j'étais un peu long. Merci beaucoup. Non, mais voilà, c'est de toute façon, on a toujours ces longues présentations parce qu'on est toujours, comment dire, captivé par un sujet et on a envie d'aller jusqu'au bout. En tout cas, ça semble plutôt convenir à nos spectateurs. On a Tanguy qui nous dit l'urbanisme territorial avec terre écrit en majuscule, donc le nom de votre agence. Brillante leçon d'Olivier Maïlis qui parle d'une approche très pertinente car concrète et complète de la biodiversité. Merci beaucoup Olivier Philippe. On parlait à l'instant de la question des grillons qui pouvaient poser peut-être quelques soucis, soit concrets ou en tout cas quelques peurs pour les habitants. On va dans un instant évoquer un programme de sciences participatives où il est notamment question de regarder les animaux de la ville. Alors la faune mais aussi la flore d'ailleurs, on va parler de ça dans un instant, mais peut-être juste sur cette question des animaux, on a pas mal de remarques là aussi. Alors c'est Maria qui nous interroge sur l'impact du mobilier urbain par exemple sur les animaux. On a Assina qui nous dit qui craint peut-être qu'avec l'évolution du climat d'un pays, ça peut évoluer aussi des pratiques culturelles et notamment un changement dans les populations végétales et animales qui risque de bouleverser les gens, dit-elle, face à des espèces inhabituelles hors de leur repère. J'aimerais bien interroger peut-être Gilles Clément sur cette question et juste après on entendra la présentation de Grégoire Loïs sur la directeur adjoint de Viginature sur ce programme de sciences participatives que je vous ai évoqué tout à l'heure. Gilles Clément, sur la question des animaux, vous évoquez tout à l'heure les moutons qui pouvaient peut-être mieux couper l'herbe encore que des tondeuses, en tout cas avec une meilleure prise en, enfin voilà, ça rentrait mieux dans une ville qui accepte la biodiversité. Est-ce qu'on peut comprendre aussi que est-ce que c'est normal? Qu'est-ce qu'on en pense du fait que cette faune, elle peut nous faire peur aussi? C'est ce qu'on entendait dans certains des commentaires et ce que nous disait à l'instant Olivier Philippe par rapport aux grillons, par exemple. Je pense que le niveau d'ignorance sur le vivant, dans son ensemble, le vivant non humain, est considérable aujourd'hui parce que l'enseignement sur ces questions a été un peu abandonné. Il y avait quelque chose qui s'appelait les sciences naturelles à une certaine époque, puis après c'est devenu un peu SVT ou je ne sais pas trop quoi, mais pas grand-chose et pas longtemps surtout. Et finalement, si on met à part les petites expériences de terrain qui se passent avec des très jeunes et des profs de classe élémentaire, mais qui sont rarissimes, il n'y a rien. De sorte qu'on arrive avec des étudiants qui sont très diplômés, qui connaissent plein de choses, etc., qui prétendent parfois intervenir sur des lieux où le vivant est en jeu, sauf qu'ils ne le connaissent pas. Vous mettrez aujourd'hui quelqu'un du ministère de l'Environnement dans l'environnement, il meurt en 3 jours. Il ne saura pas quelle plante manger. Et c'est absolument dramatique d'en être arrivé là. Donc il faut relancer complètement la science, enfin la connaissance de tout, y compris des choses qui ne sont pas forcément très agréables à regarder. Il y a des gens qui ont peur des araignées. J'entends encore aujourd'hui des choses mais terribles. On voit les arts verts, alors ça veut dire qu'il y aura une vipère à côté. De toute façon, ils ne savent même pas ce que c'est qu'une vipère, ils ne peuvent pas la différencier d'une couleuvre. C'est grave, quoi. Donc je pense qu'avant de poser un jugement sur la question que vous venez de poser, il faut dire il y a une urgence, c'est apprendre à connaître la diversité. Ben voilà qui est dit. Alors on l'entend bien. En tout cas, merci Gilles Clément.